Bonjour, bienvenue à cette troisième journée dédiée aux arts activismes. Avec le comité de suivi et avec l'Égide, c'est vraiment un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et on est ravis de vous retrouver pour partager des expériences, des créations en cours, des rêves, des utopies avec 2 temps. La première temps, c'est un temps que je vais animer, moi c'est Isabelle Santis, quand l'art et l'activisme se rencontrent. Et puis, il y aura un deuxième temps qui va être animé par Soufiane Enani, que je salue et avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer ces 2 temps. Alors moi, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je me décide à me déterminer comme auto-activiste, art activiste? Eh bien, c'était il y a 2 ans. J'ai regardé un peu tout ce que j'avais fait depuis une trentaine d'années et je me suis rendu compte que j'avais, avec des artistes ou avec des militants, mobilisé plein de formes artistiques pour nos droits, pour faire passer nos messages, pour aussi partager de la joie et de la créativité. Alors, l'art activisme, c'est un mot valise, un mot qui a plusieurs définitions selon qui parle, et c'est ce qu'on va partager dans quelques instants. En tout cas, nous, aujourd'hui, on va le regarder avec le prisme de nos luttes, de nos combats et de notre visibilité de notre communauté LGBTQI. Et donc, je vais vous présenter les personnes qui vont partager leur expérience, leurs propos. Donc, notamment Isabelle Arvers, que je remercie d'être avec nous. Antoine Bonjour. Blacard. Bonjour Isabelle. Antoine Blacard. Et Bonjour. puis, bonjour Antoine. Et dans quelques instants, il y aura Jean-Claude Pongo-Ingo qui va nous accompagner. Alors, je vais vous présenter rapidement. On a cette chance d'être en conversation. On va à peu près avoir 1 heure de conversation, Isabelle, Antoine. Et puis, ensuite, on échangera avec les personnes qui nous écoutent. Donc, on répondra à leurs questions. Isabelle, vous êtes artiste et curatrice française qui s'intéresse à la rencontre entre l'art et les jeux vidéo depuis plus d'une vingtaine d'années. Votre travail se fonde sur la rencontre entre les expériences de collaboration et s'intéresse particulièrement au dialogue entre les savoirs endogènes et numériques. Et en 2019, vous avez entrepris un tour du monde, art et jeux vidéo, dans 17 pays du Sud avec un focus sur les pratiques des femmes, queer, féministes et décoloniales. On a hâte d'en savoir plus, Isabelle. Alors Antoine, on voyage dans d'autres contrées. Vous êtes auteur de livres jeunesse engagés. Vous travaillez en tant qu'illustrateur pour des associations bordelaises. La joie militante est au cœur de votre pratique. Vous souhaitez vous amuser en racontant des histoires drôles, parfois absurdes, mais toujours teintées par vos questionnements autour du genre, du rapport aux autres et à la santé mentale. Et j'ai adoré toutes vos affiches des Prides de Bordeaux. Donc vraiment, quelle chance de vous avoir avec nous. Et puis Jean-Claude Pongo-Elango qui va nous rejoindre dans quelques instants. Est-ce que par rapport à ces présentations rapides, parce que vos CV sont extraordinaire, donne envie d'en savoir plus. Est-ce que vous aimeriez faire quelques précisions, notamment par rapport à notre sujet? Oui, avec Isabelle? plaisir. Antoine, ça va si je... Oui, bien sûr, bien En sûr. fait, je vais vous donner la parole, comme ça on se passe Ouais, D'accord, en voilà. politesse, parce que d'accord, on a tellement envie de savoir des choses de vos expériences, de vos projets. Voilà. ça marche. Donc, oui, alors je suis artiste et commissaire d'exposition. Et en fait, pour pouvoir faire passer mieux mes messages et être au plus proche des personnes que je souhaitais toucher, j'ai commencé à faire des ateliers de conception de films à partir de moteurs de jeux vidéo. D'abord en direction des populations, on va dire, éloignées de l'offre culturelle. Et puis ensuite, j'ai élargi. Et comme vous le précisiez, Isabelle, à l'instant, j'ai donc entamé un tour du monde à jeux vidéo dans les pays du Sud. Donc, je suis allée dans 17 pays à la rencontre et pour interviewer des artistes et des game designers. Mais juste avant d'entamer ce tour du monde, en fait, j'avais fait un rêve quand j'étais en Colombie sur le racisme du genre. En fait, dans mon rêve, j'étais une réalisatrice et mon sujet, c'était la question du racisme du genre avec une personne trans comme personnage principal de ce film. Et à ce moment-là, j'ai commencé une série d'interviews d'activistes sur la question des identités queer et trans. Alors d'abord en Colombie, c'est là que j'ai rencontré Walter Bustamante qui avait fait sa thèse sur la question trans en Colombie et qui m'a parlé plutôt de la question de la dissidence plutôt que de la tolérance.
Et à partir de là, ça a beaucoup influencé mon tour du monde, puisque en parallèle de ces questions art et jeux vidéo, j'ai aussi fait en sorte d'aller à la rencontre d'activistes queer. Comme je l'ai précisé, je suis allée plutôt dans les pays du Sud, donc il y a quand même des pays où ces questions-là sont criminalisées. Voilà, donc je voulais préciser ça. Et aussi à côté de cette question du commissariat et jeux vidéo, je suis productrice d'œuvres assez souvent queer, et en particulier là dernièrement j'ai aidé à la coproduction d'un film de Shu Li-cheng dont le travail essaie d'aller au-delà des questions du genre et de briser les barrières. Merci beaucoup Isabelle. Et toi Antoine, est-ce qu'il y aurait des choses que tu aimerais préciser ou mettre en lumière? Oui, ben, alors moi je suis du coup un jeune illustrateur, on peut dire. En fait, j'ai été diplômé d'un master en illustration en 2022, et depuis, ben, j'enseigne l'illustration, la bande dessinée, et en parallèle, je suis assez actif dans la scène associative bordelaise, et c'est de là d'où je viens en fait. Donc c'est vraiment une combinaison de la scène queer associative que moi j'affectionne et dont je fais partie depuis que je suis étudiant, depuis 2018, et ça m'a vraiment en même temps fait grandir humainement et dans mon travail aussi. Voilà, c'est une scène à laquelle je dois beaucoup parce qu'elle m'a donné mes chances en tant qu'illustrateur. En fait, enfin, mon travail d'illustrateur est vraiment nourri par mon travail d'activiste, et inversement. Donc voilà. Et j'ai là, en octobre 2023, j'ai sorti mon premier livre aux éditions Diplodocus qui s'appelle Vilaine Corneille, et qui est la continuité d'un travail de diplôme que j'ai fait en master. Voilà. Merci à vous. Alors un peu, on va dire en brise-glace, mais il n'y a pas de glace entre nous, donc. Mais pour continuer un petit peu de partager, de découvrir nos univers, est-ce que vous seriez d'accord pour partager une artiste ou un collectif d'artistes LGBTQI qui vous inspire? Alors là, Antoine, tu as déjà un petit peu évoqué la scène associative de Bordeaux, mais voilà, au niveau des artistes, qu'est-ce qui vous aimeriez partager, Isabelle? Alors, peut-être pas sur la scène francophone, mais pour continuer sur la Colombie, j'aimerais beaucoup partager en fait le travail de la fondation trans, la Red Communautaria Trans, qui a été fondée par excusez-moi, son nom juste m'échappe, Maldonado Salamanca. Je retrouve son nom tout de suite. Et en tout cas, je vais continuer, je vais enchaîner. C'est un lieu, en fait, qui est destiné à imaginer comment l'art, la création peuvent permettre de travailler les questions de violence faites aux femmes trans et aux travailleuses du sexe. Donc, questionner la mémoire, mais aussi voir comment on peut vivre mieux et faire prendre conscience de ce qui est vécu au quotidien. Alors, si par exemple, on peut voir la technique, la vidéo Continuum. Ce serait un premier exemple qui est une série de… En fait, c'est un travail en VR, ce sont des films. Si on voit celle-là, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est un autre projet de la Red Communautaria Trans. En fait, elles ont conçu un immense corps inflammable, un immense corps, comment dire, gonflable, qu'elles ont conçu pour la marche trans qui a lieu une fois par an en Colombie, et pour à nouveau faire prendre conscience de toutes les violences faites aux femmes trans, de tous les trans, je ne sais pas comment on dit, transicides, ou voilà. Et c'est vrai que quand je suis allée les rencontrer et faire un atelier
à l'arrêt de communautariat trans, donc un atelier sur la question du genre et de l'identité en utilisant les jeux vidéo pour faire des films. La première réaction qui a été la leur, ça a été de me dire on va se servir de cette technique-là, en fait, pour documenter les violences faites aux travailleuses du sexe et aux femmes trans. Donc là, on les voit en fait à la fondation qui malheureusement en ce moment est fermée. Il y a un site pour soutenir la réouverture de ce lieu, sûrement dans un autre espace. Voilà. Donc, c'est comment utiliser l'art pour soigner les blessures, faire prendre conscience, rendre visible. Bah, merci beaucoup et on va mettre dans la zone de chat le site de leur organisme. Est-ce que Antoine, toi par rapport, alors c'est que c'est dur, il y a tellement de personnes qui nous inspirent au niveau artiste, mais est-ce que tu penses à quelques personnes ou un Oui, c'est collectif? bon. Alors, j'ai pris un collectif, effectivement, comme ça regroupe plein d'artistes que j'aime. J'ai pris là un exemple. En fait, c'est un magazine qui s'appelle le magazine Miel, qui est un magazine de bande dessinée qui est un peu expérimental, mais pas que, en fait. Avec que des artistes francophones de la communauté. Et c'est, à ma connaissance, vraiment un des premiers regroupements de jeunes artistes de BD qui créent des objets d'édition, parce qu'on en parlera sûrement, mais c'est vraiment un frein, je pense, dans le monde de l'édition en France. La visibilité queer, je trouve, surtout dans les auteurs, en fait. Il y a des BD avec des sujets queer, mais il y a peu d'auteurs et d'autrices queer visibles. Donc, enfin voilà, ces magazines comme ça fait partie des petites briques qui font que on peut être un auteur queer et avoir une visibilité. Donc voilà, c'est des sujets peut-être beaucoup moins activistes, hein, mais enfin voilà, moi je pense que le partager son quotidien, raconter des histoires très simples, mais avec une vision et une lentille queer, c'est toujours bon à prendre. Et des fois, la légèreté, elle aide aussi à capter des sujets plus graves. Donc voilà, moi c'était vraiment, donc je conseille vraiment de ce genre de revues qui sont des revues faites par et pour des personnes queer. Voilà. Merci Antoine. Alors il y a Jean-Claude qui va arriver bientôt, le pauvre, il a quelques soucis techniques, mais il est de tout cœur avec nous. Alors on va un petit peu avancer dans nos questions. Et voilà, Jean-Claude qui arrive. Super, quelle chance on a Jean-Claude. Bon, merci d'être là et d'avoir fait face à toutes ces tsunamis techniques. Merci. Jean-Claude, je vais te présenter rapidement. Je vais lire quelques extraits parce que quelle personne passionnée et inspirante tu es. Et je sais que voilà, tu pourras préciser. Hein, je vais te donner quelques pépites. Voilà. Jean-Claude, tu es congolais. Tu es juriste de formation et activiste pour les droits des personnes LGBTQI. Et tu es, alors je te tutoie direct. Hein, tu as vu comment je suis. Hein. Tu es membre fondateur et directeur exécutif de l'association Cœur Arc-en-Ciel. Je pense que tu vas nous en dire un peu plus tout à l'heure. Tu es également membre du conseil d'administration. Tu as été membre du conseil d'administration d'Égide et du réseau des diversités francophones. Et puis tu es très engagé dans la lutte contre le sida, notamment auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes en République du Congo. Et puis tu te mobilises vraiment autour du 17 mai et tu vas nous en dire plus parce que vraiment ça a l'air d'être des moments, des soirées très importantes pour tes communautés. Et puis tu es engagé dans le concept du plaidoyer art, faire du plaidoyer avec et au travers de l'art, notamment à Brazzaville. Et puis tu vas nous en parler davantage, notamment avec le film Michel et puis une pièce de théâtre. Donc merci Jean-Claude d'être avec nous. Est-ce que Jean-Claude, on se disait qu'il y avait des personnes, des artistes LGBTQI et des collectifs qui nous inspirent. Est-ce que toi, tu aimerais partager là, on est parti en Amérique latine avec Isabelle, avec Antoine. On est allé découvrir des illustrateurs et illustratrices queer. Bref. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous? Bon, merci beaucoup et encore désolé pour les problèmes techniques. Ce que je veux dire, c'est que déjà,
la rencontre entre notre activisme et de l'art a été vraiment dans la recherche des solutions. Donc, au départ, on n'avait pas une vision artistique, mais c'est simplement avec le temps, dans le souci de communiquer avec la société, dans le souci de faire passer le message en dehors des ateliers que nous organisons, en dehors de tout ce qui était réunions formelles que nous organisions. Et c'est là où on a rencontré l'art. Maintenant, c'est maintenant que nous découvrons dans le cadre de l'activisme, qu'il y avait aussi l'artivisme, il y avait des artistes et qu'on aimerait vraiment rencontrer. Et vraiment, pour dire que pour nous, ça a été vraiment, c'était pas de hasard, mais c'était vraiment une innovation qu'il fallait pouvoir développer de manière à ce qu'on puisse toucher notre société qui est hostile aux questions de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Merci, et c'est super. Tu es déjà sur la 3e question. Jean-Claude, tu as bien fait d'arriver. Tu nous mets dans le bain de la rencontre. Moi, je prenais, voilà, je faisais Madame Loyal, comme au cirque, je présentais un peu les uns les unes et les autres. Bravo. Donc, allons-y, direct. Hein, on y va, parce que je sais que vous êtes des personnes très mobilisées. On l'a un peu commencé à découvrir avec quelques facettes. Alors pour vous, qu'est-ce qu'évoque justement ce terme? Alors qui peut s'écrire de 2 façons, voire sûrement d'autres, parce que moi je peux écrire et réécrire les mots. L'art activisme, l'activisme, comment par rapport à vous, votre expérience, ça vous évoque quoi? Puisque chacune et chacun vous parlez d'un endroit, d'un parcours de vie. Est-ce que Antoine, qu'est-ce que ça t'évoque ce terme? Dans ta définition, présentation, tu parlais d'être un artiste, un illustrateur engagé. Alors, est-ce que ça fait de toi un art activiste? Je pense que quand on se définit activiste et en même temps artiste, on est un peu de fait un art activiste. Moi, je pense que l'important, je parle de mon point de vue en tant qu'artiste vraiment visuel et illustrateur, et donc je suis vraiment dans un milieu éditorial, et aussi j'habille le paysage de la ville en faisant des affiches, en faisant de la communication. Donc moi, de mon point de vue, faire de l'activisme avec de l'art, c'est aussi d'une façon être visible en fait, et rendre visible des identités ou des événements ou des questionnements à un public très large qui n'est possiblement pas sensibilisé. Moi, c'est comme ça que je le verrais. Et du coup, effectivement, voir dans un abribus une affiche de la Marche des Fiertés qui est visiblement queer, engagée avec des couleurs queer, mais aussi des codes visuels queer, je trouve que c'est de l'activisme. Peut-être que ça pourrait, c'est de l'activisme doux, on pourrait dire, parce que on n'est pas dans l'action directe, on est dans l'habillage urbain, mais c'est quelque chose qui rend visible. Et pour moi, c'est une façon d'être actif dans l'art de façon un peu, on va dire, passive. Et ça me va parce que, en tant qu'artiste, moi, je suis un peu toujours chez moi à travailler, à faire mes dessins, mais je suis moins sur le devant de la scène, et ça me permet d'être à ma façon en tant qu'activiste dans la rue au quotidien, quoi, par exemple. Et dans le milieu éditorial, faire un livre qui parle de questions de genre, c'est de l'activisme qui est, je pense, assez fort, parce que c'est très peu visibilisé en France, en tout cas. On a très peu de livres, surtout dans la jeunesse, qui sont associés à ces questions de genre et d'identité sexuelle, et d'orientation sexuelle et d'identité de genre, parce que c'est souvent très vite associé à des questions compliquées. Hein. Il y a un pont qui est fait entre identité de genre et d'autres questionnements complètement faux, hein, comme si on avait un agenda politique en faisant des livres sur les questions de genre, mais enfin voilà, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Donc de réussir à faire un livre qui parle de questions de genre, c'est vraiment une victoire, je pense. Donc voilà, je trouve que c'est une façon de faire de l'activisme, de faire tout ça, d'être visible. Merci à toi. Puis je pense que tout à l'heure, dans la prochaine question, Oui, tu vas pouvoir vraiment nous montrer, on a quelques images, et nous parler un peu plus justement de cet enjeu et le besoin de pouvoir représenter toutes nos vies, nos identités, nos parcours. Isabelle, par rapport à ce que ça évoque, ce terme d'activisme, art activiste,
Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi? Oui, oui. Alors, moi, c'est vrai qu'au départ, je me définirais plutôt comme une activiste de manière générale, pour avoir essayé en fait de faire changer les choses et d'être dans l'action plutôt que d'être dans la parole. Donc, encore une fois, ça a été dans l'idée de rendre visible, de faire connaître, de faire en sorte que des choses qui étaient passées sous silence ne le soient plus. Mon grand-père était un anarchiste individualiste. Je pense que ce qui me semble le plus important, c'est de pouvoir être, de pouvoir faire et d'être libre, voilà, d'être un être humain qui peut s'exprimer. Ensuite, le côté, comment dire, utiliser l'art de manière activiste, comme je l'expliquais au départ, c'est venu beaucoup avec les ateliers qui me semblaient, voilà, et en fait, dans ces ateliers, ce qui est important, c'est que les personnes puissent devenir le jeu de l'énonciation et à un moment donné de pouvoir se réapproprier des médias de consommation de masse pour pouvoir s'exprimer avec et avoir le droit de parole, le droit de citer, voilà, et de s'exprimer. Donc c'est en ça que je pense que il y a un côté activiste à... Voilà, et puis sinon, la dernière chose que ça m'évoque, c'est une chose qui est peut-être moins liée aux communautés queer, mais par contre, c'est lié à l'Afrique de l'Ouest. Mais en fait, pour moi, les rencontres artivistes, c'était des rencontres qui étaient entre autres organisées par Elom Vince au Togo, mais ensuite, il y a eu des rencontres artivistes un petit peu tout autour, pas uniquement au Togo, Ghana, je ne sais pas, au Congo, et qui sont en fait liées à l'idée de faire mieux connaître son histoire et qui sont très panafricaines, on va dire, dans la démarche, mais pas forcément liées aux questions queer. Voilà. Ben, merci, écoute. Et toi, Jean-Claude, tu as déjà commencé un peu à répondre à la question. Je sens l'homme passionné. Est-ce que tu as envie de dire plus justement sur cette aventure? Et puis, tu parlais de ce plaidoyer aussi. Je te laisse la parole pour partager avec nous. Merci Isabelle. Au fait, pour nous, tout a commencé quand le jeune, non, d'abord quand nous avons soumis notre rapport au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, c'était la première fois de soumettre un rapport spécifiquement sur la question des minorités sexuelles et de genre, parce que au Congo, nous avons abandonné l'usage de l'acronyme LGBTQI+, pour adopter le concept minorité sexuelle et de genre. Et pour nous, il fallait innover parce qu'on s'était dit, pour faire le plaidoyer, il fallait organiser des réunions, il fallait faire ceci. On ne voulait vraiment pas utiliser ces stratégies traditionnelles parce qu'on voulait accorder plus de chance à notre plaidoyer. Comme c'était en 2018 et c'était l'année au cours de laquelle nous avons lancé la célébration de la journée du 17 mai sur le label de la soirée de la fierté par la lipoutarisation, on s'est dit qu'il fallait maintenant associer notre plaidoyer avec de l'art. Et c'est là où le concept plaidoyard est né. Ensuite, dans nos stratégies de développement, nous nous sommes rendus compte que pour toucher la société, comme je le disais, il fallait passer par les médias, par l'art. C'est là où on a développé le concept plaidoyard. Ça a quitté la soirée pour devenir tout un concept avec au travers de l'art, carrément pas seulement avec de l'art, mais au travers de l'art. Et plus tard, on découvre qu'il y a le concept artivisme. Mais déjà, personnellement, je ne me considère pas comme artiste. C'est plutôt mon activisme qui me pousse à écrire des chansons, à valider des scénarios tels que le film Michel, à donner des idées aux metteurs en scène, à écrire des paroles de chansons. Pas parce que je suis artiste, mais simplement parce que je saisis cette opportunité pour apporter un changement. Et du côté de l'artivisme, je pense que c'est un concept qu'on a découvert parce que, comme j'ai dit, nous, c'était vraiment dans la recherche des solutions. Mais
c'est un concept qu'il faut développer. Bon, nous simplement, je peux dire par rapport à la question de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre que nous avons pu mettre cela en avant, mais il y a d'autres artistes engagés qui font des chansons sur la société, contre les régimes politiques, ainsi de suite. Et c'est aussi de l'activisme au travers de l'art. Mais nous, c'est vraiment deux volets. Un premier volet plaidoyer, un deuxième volet sensibilisation, parce qu'il y a des messages que nous ne pourrons pas facilement faire passer auprès de nos autorités, mais au travers, tel que le film Michel ou Le Royaume de Kivimba, et, les autorités ont été saisies de cette situation et la population aussi du côté sensibilisation, le deuxième volet de ce concept-là. Donc, globalement, c'est un peu ce qu'on peut dire par rapport à l'art et l'activisme. Merci Jean-Claude. C'est vrai qu'en fait, en vous écoutant, c'est vrai que là on est en train justement d'aborder qu'est-ce que peut apporter justement ces démarches, notamment pour les droits des personnes LGBTQI ou, comme tu l'indiquais, selon les pays avec d'autres termes. Qu'est-ce que, à partir d'expérience, vous avez commencé un peu à l'évoquer? Est-ce que toi, Antoine, tu parlais de ces affiches? Alors peut-être qu'on peut même les regarder. Est-ce que par rapport justement à, alors ça c'est l'affiche de Michel, de Jean-Claude, tu viens de nous évoquer. Alors on va redonner la parole à Jean-Claude parce que en fait on a essayé en fait d'embêter tous les techniciens en leur montrant plein d'images. Isabelle, elle les a bombardés de liens tellement elle a envie qu'on aille se promener à travers le monde. Bref, en fait, je vais devoir mettre un message à Sofiane. Non, on finit pas dans 1 heure. En fait, on gardait 3 heures pour discuter ensemble. Non, je plaisante. Alors, Jean-Claude, là, tu nous parlais justement de ce film. Là, on a le visuel qui est magnifique. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Tu nous as un peu parlé de la genèse, de comment vous en étiez arrivé à réfléchir entre vos différents projets, plaidoyers. C'est tout nouveau, ce film. Il vient de sortir. Dis-nous tout. Le film est sorti en 2021, au mois de mai 2021. Pour en arriver là, au fait, on avait suivi un film américain, c'était Bobby Seul contre tous. Et ce film-là nous avait beaucoup captivé, nous avait beaucoup marqué parce que au travers de ce film, on pouvait passer le message dans nos sociétés, dans notre communauté, comment, quels sont les conséquences des violences et des discriminations basées sur l'orientation sexuelle, sur la vie des jeunes, sur la vie des minorités sexuelles et de genre, ou sur la vie des personnes. Mais malheureusement, l'occidentalisation est devenue un grand obstacle à notre lutte en Afrique, mais aussi chez nous au Congo. À chaque fois que nous évoquons les questions de l'orientation sexuelle, on nous rétorque, on ne veut pas le mariage pour tous et de deux, arrêtez avec vos affaires des blancs là. Donc, l'occidentalisation a été un grand obstacle pour nous et on s'est dit par rapport à l'art, si même si on arrivait à acquérir les droits de diffusion de ce film-là, personne n'allait s'intéresser parce que c'était un film blanc réalisé aux États-Unis parlant de l'histoire d'un jeune américain blanc, voilà, et cela n'allait vraiment pas arranger les choses chez nous. Et qu'est-ce qu'on s'était dit qu'il fallait à notre niveau réfléchir comment on pouvait réaliser un film. Et en 2018, il y a le jeune Michel qui passe des moments difficiles et ensuite arrive, malgré ce rejet, malgré les problèmes qu'il avait eu, à obtenir son bac. Pendant que je pleurais de joie, je lui ai dit, cette histoire, on ne garde plus, ça ne t'appartient plus, on doit en faire un film, sans pour autant savoir comment on fait le film, sans pour autant savoir quels sont les défis pour faire le film. Je dis, on doit en faire un film parce que
du côté congolais, on peut partager une histoire vraie vécue au Congo par un jeune Congolais pour pouvoir sensibiliser notre société, mais aussi les autres pays d'Afrique. Et là, étant donné que c'est quelque chose qui vient de chez nous, on ne va pas nous accuser d'importer quoi que ce soit des Occidentaux. Et c'est là où maintenant nous réalisons le film. Donc, ça veut dire qu'il fallait d'abord mobiliser les fonds. On a eu à postuler. Comme c'est pas toujours facile d'avoir des fonds, mais on a eu la chance d'avoir l'ambassade de France au Congo qui a financé, le festival Fierté Montréal aussi qui a financé, et on a lancé la réalisation de ce film. Donc, il fallait d'abord revoir le scénario, et dans le scénario, il fallait valider, parce qu'il ne fallait pas que des messages de travers, il fallait trouver un équilibre entre l'art et le plaidoyer, la sensibilisation, entre l'activisme et le côté artistique. Donc, il fallait trouver l'équilibre. Il y avait les techniciens artistiques qui étaient là, donc ça veut dire le réalisateur et le scénariste. Et moi qui étais activiste, j'étais là. Et il fallait vraiment trouver un juste milieu pour ne pas tomber dans le côté artistique et abandonner le plaidoyer, et pour ne pas non plus tomber dans le plaidoyer et enlever le côté artistique. Donc, il y avait ça qu'il fallait faire, mais en même temps, il y avait une certaine censure parce qu'en tant qu'activiste, il y avait des messages qu'il fallait faire passer. Et aussi, connaissant qu'il y avait l'occidentalisation qui était un obstacle à notre combat au niveau national, on a fait vraiment en sorte que ce film puisse refléter notre contexte, le côté culturel. Donc, ça veut dire les accoutrements, la façon de manger, la nourriture, l'espace. Donc, il fallait vraiment que ça soit de chez nous pour que, pendant la projection, les gens ne nous disent pas que non, ben écoutez, déjà vous stingez, vous faites ceci, vous faites cela. Non, il y a eu des mots en lingala, il y a eu carrément des personnages qui ont parlé notre propre langue, parce que nous sommes des francophones. Donc, dans la francophonie, il y a d'un côté la langue française, mais de l'autre côté, il y a aussi nos langues, nos propres langues à nous. Donc, il fallait aussi voir tous ces aspects-là. Et pour les acteurs, on n'avait pas lancé un appel parce que c'était un sujet déjà sensible. On a essayé de voir parmi les bénévoles qui travaillent avec l'association sur la célébration de la fierté, et aussi des professionnels que le réalisateur nous avait emmenés pour réaliser ce film. Et à un moment donné, quand le film est fini pour sa sortie, il y a eu les services de renseignement qui avaient mis un veto pour que le film ne sorte pas, parce qu'ils ne savaient pas le message que cela devait véhiculer, quel devait être l'impact, comment cela allait être vu dans la société. Est-ce qu'il y avait trop de questions? Mais en expliquant et en discutant avec eux, on a eu le quitus le jour même, le matin. Je me souviens, à 7 heures, on a reçu un coup de fil pour nous dire qu'écoutez, le film peut sortir. Donc, vous voyez le stress. Donc, à 18 h, on nous dit le film est sous scellé. Donc, ça veut dire que si vous insistez, passez aux arrêts. Donc, on vous arrête. Et donc, de 19 h, il fallait déjà dire à tout le monde, OK, d'accord, demain, le film ne sort pas parce qu'on doit se rendre au bureau des renseignements pour qu'on puisse visualiser ça là-bas avec eux, ainsi de suite. Et à 7 h, on reçoit un autre coup de fil pour nous dire, non, c'est bon, vous pouvez faire sortir le film. Donc, c'était vraiment un très gros challenge, Et quand le film est sorti en salle, bon, vous voyez, nous ne sommes pas des artistes, nous sommes des activistes, on est une association qui promeut les droits de l'homme et lutte contre le sida. On a eu l'appui d'Agir Ensemble pour la communication parce qu'on avait personne pour la communication. C'est Agir Ensemble qui a pris ce film. Je ne savais déjà pas comment on envoyait un gros fichier en ligne. On a appris comment utiliser WeTransfer. Envoyer le film sur le net. Ils ont mis ça en ligne. Donc, quand ils mettent ça en ligne, il y a un journaliste du pays, de notre chaîne nationale, qui a suivi le film et nous a invités sur son plateau, la télévision nationale. On a parlé du film, il y a eu
des panafricanistes, il y a eu des pasteurs qui étaient là et nous aussi, nous étions là. On a essayé de parler du film et cela nous a déjà permis de dire que ce film-là n'est pas, c'est un film congolais, c'est pas un film occidental, mais ils ont dit les financements, vous les avez eu où? Et pourquoi les Occidentaux veulent toujours financer ça? On leur a dit, écoutez, l'Union européenne a donné des milliards au Congo, il n'y a aucun projet sur les minorités sexuelles et de genre. Il y a eu des priorités sur les femmes, sur les enfants, l'eau, l'électricité, il n'y a pas eu ça. Et l'ambassade de France a financé 14 projets. Il y a eu un appel. Les financements ne tombent pas du ciel. Il faut mobiliser. Il y a eu cette sélection-là. Sur les 14, un seul projet qui a traité de la question des minorités sexuelles et de genre. Donc, ici, sur ce plateau, vous n'allez pas nous faire un procès parce que nous avons mobilisé des fonds pour réaliser un film pour une cause qui nous tient à cœur. Ça, non. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et le film Michel est en ligne depuis 2021. Il est en train de suivre son cours. Et certes, il y a certains blocages qu'on en parlera sûrement. Mais le film Michel est le premier. Et aujourd'hui, ça n'appartient pas seulement au Congo, ça appartient à tous les francophones. Donc, on a tout fait pour que ce film puisse être accessible et que pas seulement les Congolais ou le mouvement congolais puisse suivre, mais au-delà même du Congo. Merci. Merci Jean-Claude. Effectivement, on va mettre dans la zone de chat le lien vers la petite présentation et puis tout le film. Voilà, ça va être. C'est bien pour clôturer nos échanges. On va pouvoir regarder tous ensemble, Michel. Antoine, donc voilà. Donc excuse-moi, hein, c'est vrai qu'avec ces histoires de, voilà. C'est l'aventure de comment sortent les images. Donc là, on a découvert ce process collectif par rapport à une situation donnée, à un environnement, là bien entendu aussi, hein, politique, culturel. Et toi, Antoine, présenté tout à l'heure, Oui, c'est bon, pardon. Je t'entends. Super, non, pas de souci. C'est vrai que quand tout à l'heure on échangeait, tu évoquais l'importance d'être visible dans la rue via ton travail. C'est vrai que tu nous as envoyé beaucoup d'images, alors qu'on peut retrouver sur ton Instagram. On va aussi mettre le lien tout à l'heure. Mais là, on va regarder justement, commencer à regarder des images par rapport à tes pratiques et pour que tu nous en dises un peu plus. Alors, quand tu veux voir une autre image, tu le dis, et nos amis techniciens vont faire. Alors, on peut peut-être commencer par les images de marche, qui sont, je pense, un peu plus bas. Ça va arriver dans quelques instants. Ouais. Donc, mais c'est vrai, peut-être pour le contexte, c'est vrai que en France, on a quand même cette chance, en tout cas à Bordeaux, d'être soutenu par des pouvoirs publics, en fait. On peut encore descendre. Voilà, c'est ça. Très bien. Et du coup, effectivement, on a l'opportunité d'être visible. Et notamment à Bordeaux, on a ce qui n'est pas le cas de toutes les villes de France. On a cette possibilité d'afficher les affiches de la marche. La marche est visible et soutenue par la ville. Et donc, c'est vrai que moi, ça fait depuis 5 ans, là, c'est la 5e année que le Gyrophare, donc le Gyrophare qui est l'association dont je fais partie, qui s'occupe de la marche des fiertés, me donne l'opportunité de faire les affiches à chaque fois. On peut voir un peu l'évolution. Au départ, c'était beaucoup plus cadré. À partir de maintenant, j'ai une totale confiance et une totale liberté dans les visuels de ce que je propose et dans les thèmes. Donc, après, alors, je ne sais pas trop ce que je peux en dire, mais effectivement, ces affiches, elles sont pendant 1 mois dans la ville de Bordeaux. Donc, alors, et donc ça, c'est ça que je voulais venir. En parallèle, en 2018, moi, je suis arrivé dans l'associatif par le visuel, justement. J'ai demandé au Gyrophare, j'ai vu leur communication sur les réseaux. Je leur ai dit, écoutez, votre communication, elle est vraiment pas top. Je dois faire un stage. Est-ce que je peux faire votre communication gratuitement dans le cadre de mon stage? Comme ça, tout le monde est content. Et là, bien sûr, tout le monde était... Enfin, c'était un bon échange de bons procédés. Moi, j'ai pu rentrer par la petite porte en tant que stagiaire de cette association LGBT pour faire les visuels. Aujourd'hui, j'en suis un des coprésidents, donc on a aussi une évolution là-dessus.
Et lors de mon stage, j'ai proposé d'illustrer la Marche des Fiertés de 2018 par des affiches et par une exposition qui a été exposée à la mairie de Bordeaux et qui, 3 ans après, a été exposée sur les quais de Bordeaux. Donc, si vous connaissez Bordeaux, les quais, c'est quand même une zone très touristique et avec beaucoup de passages. Et donc, sur ces quais, il y avait en enfilade 8 affiches, plus un texte explicatif qui reprenait le Rainbow Flag avec des images de la Marche des Fiertés et qui a duré 1 mois et qui par la suite a été exposé pendant 1 an sur les murs de la façade du département de Gironde. Donc, donc pour moi, déjà c'est une chance et une visibilité énorme. Pour le Gyrophare aussi, pour l'association et pour la communauté aussi. Voilà, avoir du visuel quand je parlais de mobilier urbain, on est presque là, hein, c'est d'avoir des visuels qui sont dans la rue, qui font partie du paysage touristique, donc les gens se prennent en photo, donc ça apparaît dans les photos des touristes et tout ça. C'était une vraie chance pour nous et une vraie chance de visibiliser de façon joyeuse, parce que voilà, on parlait de joie militante aussi. Hein. Moi, ça m'intéresse de parler de moments durs et de moments forts dans notre communauté, elle est jonchée de drames et jonchée de drames au quotidien. Pour moi, c'est important aussi de visibiliser les joies et de visibiliser les marches parce que c'est souvent des moments joyeux, visibiliser tous ces événements qui font partie de la vie au quotidien, même le 17 mai, et d'habiller la ville avec ces joies-là parce qu'on a tendance à l'habiller avec nos drames aussi. Donc, moi, je pense que les deux sont importants. Je ne mets pas de hiérarchie, mais ce qui m'intéressait, c'était de partager cette joie-là et du coup, ça a habillé la ville pendant presque plus d'1 an. En fait, cette expo, elle a voyagé pendant 1 an dans la ville de Bordeaux. Voilà. J'étais très content. Merci à toi. Puis juste une petite anecdote, c'est que je viens de temps en temps au Gyrophare, j'ai cette chance et j'ai vraiment adoré quand je suis retournée après quelques années de découvrir notamment la très belle affichette que tu as fait illustrée avec une sœur et en plus à mes couleurs de sœur de la perpétuelle indulgence. Donc je trouvais ça très très touchant. Et c'est vrai que on parlait de prendre soin et et moi je trouve que prendre soin via l'art c'est précieux. Et donc voilà, c'est un merveilleux accueil. Donc merci de m'avoir accueilli tout en couleur, même si ça ne m'était pas destiné personnellement. Mais c'est vrai que ça a été, voilà, il y a l'extérieur et je trouve que c'est important. Et puis c'est aussi des affiches, des dessins qu'on voit dans nos lieux. Et je trouve que c'est en tout cas, voilà, je voulais te remercier. C'est très précieux. Mais si je peux ajouter un mot sur les sœurs, pour moi c'est aussi important en tant que jeune artiste de pas oublier ce travail d'activiste d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, et de pouvoir montrer que c'est quelque chose qui est transmis. En fait, l'histoire queer, elle doit être transmise par ces associations, par les sœurs, par des groupes. Et moi, je les remercierai jamais assez de m'avoir transmis certaines valeurs. Et donc, c'est aussi à mon tour de les transmettre. Et voilà, je trouvais que c'était important d'avoir ce lien de passation. Et voilà, ça fait partie des groupes que peut-être les jeunes de ma génération ou de la génération d'après oublient un peu ou ne connaissent pas, en fait. Et je pense qu'il faut les visibiliser tout le temps. Voilà. Pour moi, c'est important. Voilà. Merci Antoine. Alors Isabelle, on va voyager 17 pays. Moi, je vais adorer ce moment avec toi. Qu'est-ce que toi tu aimerais partager, parce que je sais que tu nous as un peu évoqué déjà beaucoup de facettes de rencontres qui t'ont amené à aller rencontrer d'autres personnes. Alors, juste pour rebondir et aller en suivant sur ce que disait Antoine, moi j'aimerais rendre hommage à quelqu'un, cette fois-ci en France, j'aimerais rendre hommage à Nathalie Magnan, parce que quand elle avait fait ses études aux États-Unis et quand elle est revenue en France, elle a contribué à faire entendre la parole des femmes. Par exemple, dans Tétu, ça a été la première femme à écrire sur les questions, voilà, plutôt en lien avec les femmes, et c'était important qu'il y ait cette présence, voilà,
dans ce magazine. Elle a aussi contribué à fonder avec d'autres le festival de films gays et lesbiens à Paris. Et c'est encore une fois quelqu'un qui a contribué à faire connaître la notion de queer en France. Et voilà, donc je voulais lui rendre hommage. Après, sur bon, les différentes personnes que j'ai pu rencontrer, j'aimerais mettre par exemple l'accent sur une personne que j'ai rencontrée à Yogyakarta en Indonésie qui s'appelle Tamara Patermina. Ancienne travailleuse du sexe qui en fait a utilisé l'art pour en fait on va dire autonomiser des personnes, donner d'autres possibilités d'être au monde, mais surtout elle a fait un travail sur la question de l'histoire, parce que en fait, ce qu'elle a montré, c'est que avant les religions révélées, en fait, il y avait une autre manière de concevoir la question du genre. Et entre autres, elle a fait tout un documentaire sur les bissous en Sulawesi du Sud, qui au départ étaient considérés, donc des personnes trans, mais qui au départ étaient considérées comme des dieux et des reines. Puis ensuite comme des chamans, et ensuite qui ont été donc chassés dans les montagnes, mais qui depuis une trentaine d'années, voilà, réapparaissent et sortent en fait, sortent d'un côté entertainment, je sais, amuse. Voilà, elle m'expliquait que pendant longtemps, voilà, les personnes trans étaient plutôt des amuseuses publiques, et son message, c'était de dire, quand on connaît mieux son histoire, on peut mieux se rendre compte en fait voilà, de la diversité et de la richesse, et on peut mieux s'accepter tous et toutes. Quand j'étais en Inde, je suis allée interviewer le prince Manvendra dans le Gandhinagar, qui est le premier prince à s'être outé comme gay, activiste s'il en faut, qui a contribué avec plein d'autres personnes à faire changer la loi, mais qui m'expliquait pendant que je l'interviewais que en fait c'est vraiment la loi anglicane qui a criminalisé, que ce soit les travailleurs ou travailleuses du sexe ou les personnes trans, parce que c'était des personnes en fait qui étaient, on va dire, autonomes financièrement, donc très dangereuses, et que si on revenait par exemple au Kama Sutra, eh bien il y a des hommes qui apparaissent comme des hommes avec des hommes, des femmes qui ont l'apparence d'hommes, etc., etc. On retrouve ça. Et donc, ce que moi je me suis dit, là je laisserai sûrement Jean-Claude en parler mieux que moi, mais c'est vrai que pour avoir aussi interviewé des personnes comme par exemple Vabene, qui a à Kumasi au Ghana créé un lieu de résidence qui s'appelle Piyar. Elle prend le nom, c'est une femme trans, et elle prend le nom de Vabene Krésini artiste, mais qui est alors une activiste, enfin voilà, surtout sachant que la loi là vient de changer et pas dans le bon sens au Ghana, en créant un lieu de résidence qui s'appelle Piyar. Elle cherche à vraiment faire changer les choses en créant un lieu comme ça qui soit inclusif et aussi un lieu de formation. Je pourrais continuer, mais c'est pas forcément le propos. Dans ma pratique personnelle, c'est vrai que si on revient à la question du jeu vidéo, qui est
Vraiment un endroit qui est très misogyne encore et très fermé. C'est en allant en Thaïlande et en interviewant l'équipe d'une chaîne YouTube de jeux vidéo queer qui s'appelle Rogers Film que j'ai vu pour la première fois en fait des personnages non binaires dans le jeu GTA en ligne. Et le propos de cette chaîne queer, la Rogers Film à Bangkok, c'est de se dire qu'on soit, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre physionomie, quelle que soit notre identité de genre ou sexuelle, on peut être une ou un bon joueur. Il y a vraiment pas de problème, et surtout de créer des espaces safe de jeu. Mais j'ai aussi voulu, du coup, en tant qu'artiste, travailler sur cette question des identités non binaires dans le jeu vidéo. Et alors là, je ne sais pas si on peut montrer un exemple, les personnes de la technique, du film Liquid Forest. Alors, c'est pas grave, c'est très bien aussi, mais sauf que là, il faudrait si vous montrez celui-là, il faudrait montrer au moins la minute 3 ou 4. Voilà, parce que sinon, voilà. Ça c'est le premier film que j'ai fait qui s'appelle Je est un autre, en référence à la lettre que Arthur Rimbaud a écrite à Georges Isambard, qui en fait dit que la plupart du temps, les autres nous pensent. Et en fait, quand j'ai conçu ce film, c'était pour parler de l'identité à l'heure du numérique et de la façon dont le numérique, finalement, nous permet aujourd'hui de nous-mêmes nous définir et de nous-mêmes raconter les histoires qui nous conviennent pour expliquer qui on est. Et donc, moi, au travers de ce film, en fait, bon là, vous ne l'entendez pas, mais à savoir, c'est ma voix, je voulais expliquer la manière dont je me ressentais à l'intérieur. Et puis, si maintenant, on peut passer à l'autre extrait, s'il vous plaît, la technique, qui est donc un extrait de mon tout dernier film qui s'appelle Liquid Forest, et qui est vraiment un film qui a été influencé, si vous voulez, par ce que j'avais pu entendre en interviewant les personnes de la chaîne Rogers Film, puisqu'en fait, je suis allée donc dans GTA en ligne, le jeu Grand Theft Auto là, online, et en fait, quand on conçoit son personnage, c'est à ma connaissance un des seuls jeux où on peut aller sur des apparences non binaires. Et ça, c'est souvent pas évident. Voilà, donc j'avais envie de travailler sur cette question-là et bon, et sur d'autres qui sont plus écologiques. Voilà. Bon, je ne voudrais pas trop parler, mais il me semble que c'est important que les plus jeunes voient ça, parce que c'est vrai que maintenant, les jeux vidéo façonnent l'imaginaire et façonnent la manière dont on voit le monde et façonnent les représentations. Et donc, si ces représentations-là peuvent être moins binaires, ce sera super. Plus de fluidité. Voilà. Merci Isabelle. Effectivement, la binarité, c'est bon que pour les ordinateurs, pas pour nous. Et puis avec Paulette de notre collectif et notre association La Fabricate, on fait aussi des jeux vidéo et on a concocté une sélection, puis on va mettre aussi tes sélections, Isabelle, pour que les participants à ces rencontres puissent découvrir justement ces jeux. Ce 10e art, pour moi, il est vraiment important. Je pense qu'il faut vraiment, en tant qu'activiste et artiste, on s'en empare. Et moi, je trouve que c'est vraiment aussi des formes pour raconter nos histoires et se mobiliser ensemble. C'est bientôt la fin, mais pas totalement, puisqu'on a encore 2 questions, puis après on écoutera les autres questions. C'est toi, Jean-Claude, et je t'en remercie, qui a proposé qu'on aborde ces enjeux autour des obstacles, notamment ces obstacles à développer vos projets, les projets en général, des artistes, des activistes et des personnes qui justement ont envie de se mobiliser avec ces pratiques artistiques, avec ces regards. Est-ce que Jean-Claude, tu en as un petit peu parlé
tout à l'heure en nous racontant via la saga Michel. Est-ce que tu veux nous partager cette expérience et nous sensibiliser justement à ces obstacles? Ok, merci beaucoup Isabelle. Oui, effectivement, il fallait qu'on en parle. Déjà, pendant que nous étions en train de préparer le film, il y avait un ami activiste africain qui avait dit, oui, bon, vous êtes en train de faire un film communautaire, mais après le film ne va pas sortir, ça sera difficile pour nous d'y accéder. Donc déjà, il y avait ce problème-là d'accessibilité. Pourquoi? Parce qu'il y a les questions de la propriété intellectuelle qui entourent l'art. Donc, déjà, tel que chez nous, ici, les artistes ont beaucoup de mal à vivre de leur art. Donc, il y a beaucoup de restrictions pour pouvoir protéger leurs droits. Donc, il y a ce problème d'accessibilité-là. Et nous, pour pouvoir surmonter cela, il fallait négocier avec le réalisateur et le scénariste de manière à ce que ce film-là soit mis en ligne pour pouvoir sensibiliser. Mais on ne peut pas encore mettre ça sur une plateforme téléchargeable. Or, ça, c'était vraiment notre idée à nous. Mais l'obstacle est que non, la propriété intellectuelle y veille et il fallait attendre un certain moment. Il y a un autre obstacle, ce sont les fonds. Parce que j'en connais pas trop, je ne sais pas s'il y en a assez, mais des bailleurs de fonds qui financent l'utilisation de l'art pour faire de la sensibilisation ou faire le plaidoyer. Généralement, ce sont des artistes eux-mêmes ou elles-mêmes qui produisent leurs artistes, comment je peux dire, font leur production, mais des fonds pour réaliser des projets artistiques pour la sensibilisation et le plaidoyer, c'est vraiment rare. Depuis que nous avons réalisé le film Michel, parce que notre prochain projet était sur la pression sociale que d'une manière générale, chez nous subissons. Quand tu atteins un certain âge, tu dois te marier. Pourquoi tu n'es pas marié? Pourquoi tu n'as pas ceci? Et c'était le prochain projet que nous voulions faire, mais malheureusement, on n'a pas, les fonds ne sont pas disponibles. Il n'y a pas de fonds pour réaliser ces productions-là. La plupart des appels à projets, c'est questions de droits humains, de sensibilisation et autres, mais vraiment rare sur les questions du côté artistique. Et il y a aussi la sensibilité de la thématique, telle que chez nous, réaliser un film sur la question de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, il fallait s'armer de beaucoup de courage et beaucoup d'audace parce que le contexte était hostile, même pendant le tournage, même pendant la rédaction. À chaque étape, il y avait beaucoup de challenges. Et on ne savait même pas, on a commencé le tournage, on ne savait même pas si on allait finir le tournage. Et quand on finit le tournage, on ne sait pas si les parties que nous allons sélectionner ne vont pas créer de problème. Et à la veille même, il y a ce veto-là, il fallait que ça soit sous-scellé. Donc, vous voyez la sensibilité de la thématique. Nous sommes dans un environnement hostile. Nous marchons, c'est comme marcher sur les œufs. Il faut vraiment faire très attention là où on pose le pied. Parce que je prends un exemple. La sexualité ici chez nous, elle est secrète, elle est taboue. On ne peut pas se permettre de faire réaliser une production artistique où les gens s'embrassent. Parce que même du côté hétérosexuel, ça va créer un malaise. Combien de fois des personnes de même sexe? Vous voyez? Donc, déjà dans notre contexte, quand on veut réaliser une production comme ça, on doit filtrer. On doit vraiment mettre des filtres pour savoir ça dans notre culture, ça ne passe pas. Ça dans notre contexte, ça ne passe pas. Et c'est aussi tout ça là. Et si on ne prend pas ça en compte, on ne prend pas en compte l'aspect culturel ou contexte, ça fera que le projet risquerait d'avoir des difficultés pour sa sortie. Et aussi, il y a un autre point, c'est la question de la pérennisation. Parce que
les gens, tels que pour la célébration de notre fierté, nous organisons des soirées. C'est la soirée qu'on appelle la fierté par la lipoutarisation. Le lipouta, c'est le pagne que je porte là. Le pagne est un tissu qui est neutre. Le pagne n'a pas de genre, c'est pas masculin, c'est pas féminin. C'est comme dans notre langue, nous n'avons pas un problème de pronom. Et moi, quand on me demande le pronom, je pense qu'Isabelle, on en a échangé, je dis, dans ma culture, le pronom est neutre. Troisième personne est neutre. Il n'y a pas de il, il n'y a pas de elle. C'est la langue coloniale en venant chez nous qui nous a apporté aussi cette culture-là de choisir entre le il ou le elle. Moi, quand je parle le lingala, la troisième personne est A pour tout le monde. Il y a la neutralité. Il n'y a pas de il, il n'y a pas de elle. Et c'est cette neutralité-là de notre culture qu'on a voulu promouvoir lors de cette soirée. Et le pagne, le symbole du pagne, c'est pourquoi? C'est pour permettre à ce que chacun puisse l'utiliser à sa manière. Donc, on a cet espace-là pour pouvoir s'habiller. Tu utilises un tissu neutre et tu confectionnes à ta manière. Si tu veux que ça soit une robe, mais ça reste le pagne. Et puis, pour la marche, nous, on ne fait pas des marches de fierté parce que déjà, dans notre contexte, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et on s'est inspiré de comment ça se passe en Occident. Et chez nous, la marche que nous organisons, c'est un défilé de mode. Avec ce pagne-là, chacun exprime son genre comme il veut et s'habille comme il le souhaite. Mais on ne réalise pas des marches parce que même la marche de fierté a toute une histoire. C'était la marche de la libération des homosexuels. Et puis, nous sommes loin d'être libérés des problèmes que nous subissons ici chez nous, dans notre pays. Donc, voilà, c'est un peu tout ça là qu'on essaie de voir, toutes ces difficultés, mais en même temps, des mesures d'atténuation qui s'en suivent. Mais il y a d'autres qui sont vraiment difficiles, telles que sur la mobilisation des fonds. C'est difficile de trouver des bailleurs de fonds qui financent le côté artistique, mais aussi du côté contexte. Quand vous commencez un projet, est-ce que vous allez pouvoir arriver à terme sans connaître des blocages, surtout avec la vague homophobe qui est en train de frapper l'Afrique, avec ce qui s'est passé en Ouganda, avec cette loi criminalisant jusqu'à la peine de mort, avec le refus du Cameroun d'accepter l'arrivée de l'ambassadeur LGBT de la République française, avec ce qui se passe au Ghana et les coups d'État qui appellent maintenant à la criminalisation. Donc, tout cet environnement-là qui devient hostile, ça empiète aussi au développement de l'art que nous utilisons pour toucher nos sociétés, tel que pour le royaume de Kivimba, nous avons fait appel aux minorités sexuelles et de gens qui ont existé en Afrique précoloniale. Les Bitécha du royaume Luba, les Yandaoudou du nord du Nigeria, les Soronais du Burkina Faso, les Ngangaya Chibanda de l'Angola. On a présenté cela pour que les Africains sachent que la colonisation a effacé une partie de notre histoire, la colonisation a déformé notre vécu et au travers de l'art, nous sommes en train de vouloir réécrire notre histoire, restaurer cette histoire-là que la colonisation avait voulu effacer, avait voulu assombrir pour faire passer tout ce qui était prévu dans l'agenda colonial. Donc, voilà, c'est un peu ça, les difficultés, mais aussi certaines mesures d'atténuation, bien que cela ne soit pas exhaustif. Merci. Merci, Jean-Claude. Antoine, tu as évoqué à un moment ta création de ce livre jeunesse. Je ne sais pas si tu veux l'évoquer dans ce moment où on parle des obstacles, mais peut-être, voilà, si tu as envie, ou d'autres choses. En fait, on en parlait tout à l'heure, je pense que parfois, il faut trouver des armes pour contourner certains obstacles. Alors, je pense que dans le milieu de l'édition, enfin, sans faire un résumé de la chaîne du livre, mais on passe par plein d'étapes. Il y a les éditeurs, mais les distributeurs et les libraires. Et tous ces gens-là, je pense qu'ils sont un peu frileux des fois de parler de questions d'identité de genre ou d'identité sexuelle à des enfants. On en parlait, mais il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits encore aujourd'hui. Hein, des fois, aux États-Unis, on interdit des livres qui parlent trop ou pas assez de genre. Et donc, moi, je suis un peu parti du principe que il fallait contourner ces choses-là en proposant des livres qui, en apparence, ne parlent pas de ces questions-là, mais qui, par d'autres moyens, questionnent. Alors, j'ai eu l'idée, je pense que je ne suis pas le premier à l'avoir, hein, donc pour mon livre que je viens de sortir, là, qui s'appelle Viviane Corneille,
de présenter mon personnage principal, qui est un personnage, on peut dire androgyne, donc c'est un enfant avec des cheveux longs, mais t-shirt, basket, des lunettes, donc je mets aucun marqueur de genre, mais aussi je ne le genre, enfin la genre jamais dans le livre, et je n'utilise pas d'écriture inclusive non plus, c'est-à-dire que je n'utilise aucun marqueur de genre. Par exemple, au lieu de dire beau ou belle, je dis un adjectif neutre qui ne s'accorde pas, par exemple. Et je trouvais ça intéressant de laisser aucun choix. En fait, personne n'a de choix à faire parce qu'il n'y a pas il y a aucun marqueur. En fait, c'est selon la perception du public. Selon le public, ça changera. Moi, c'est un personnage que je vois plus masculin alors que beaucoup de gens le voient plus féminin. Ça n'a aucune importance, quoi qu'il arrive dans l'histoire. Donc voilà, pour moi, c'est ces petits outils-là. Là, après, on en parle avec des enfants, on fait des ateliers avec des enfants, parce que c'est ça qu'on les enfants, on essaie de toucher, bien sûr qu'on essaye de sensibiliser. Quand on dit, alors, comment vous voyez ce personnage? Alors, certains vont dire elle, certains vont dire lui, et on va demander, mais alors c'est lui, c'est elle, et donc chacun aura son argument. Oui, mais elle a des cheveux longs. Ah, d'accord, mais moi aussi j'ai des cheveux un peu longs, ou alors il y a des gens, les garçons ont des cheveux longs. Pourquoi? Donc c'est des questionnements. Ça appelle juste un discours. Ça, pour moi, c'est pas du tout. C'est pas je mets pas mes mots dans la bouche des enfants ou dans la bouche des enseignants. C'est juste des questions qu'on laisse en suspens. Et donc je pense que certains obstacles, oui, effectivement, moi, on m'a souvent dit que si je basais ma carrière sur que des questions LGBT, j'aurais pas de carrière. On me l'a dit quand j'étais étudiant, on me l'a dit, il y a des éditeurs qui me l'ont plus ou moins fait comprendre. Moi, c'était la chose que je voulais quand j'ai signé mon contrat d'éditeur, c'était je veux que mon personnage ne soit jamais genré. C'est pas l'histoire a rien à voir, c'est un enfant qui est en colère, qui se transforme en oiseau. On parle de colère, on parle d'identité, de construction, on parle pas de genre, mais en filigrane, on en parle. Et ça, pour moi, c'était important. Donc, effectivement, pour contrer cette espèce de frilosité de certains éditeurs ou de cette chaîne du livre qui est immense en France, eh bien, peut-être qu'on peut prendre des outils qui, petit à petit, créent des questions, en fait. Voilà, moi, c'était plus ça, ma façon de faire. J'essaye d'être un peu comme un assassin en étant derrière, personne ne se doute de moi. Par contre, il y a une question derrière dans un livre qui paraît très neutre. Hop, je pose la question sans qu'on me l'a demandé. Mais pareil, ça reste une petite pierre à un énorme édifice, mais je pense que ça peut être utile, voilà. Moi, je pense que c'est très utile. En tout cas, je suis ravie de découvrir et de connaître un assassin des LGBT-phobies. Ça peut toujours servir. Non, je te taquine. Et puis moi, je suis trop super-héroïne. Bref. Isabelle, est-ce que par rapport à quels obstacles, toi, tu as pu constater? Est-ce que des activistes que tu as rencontrés ou des artistes t'ont fait part d'obstacles dans leur projet? Alors, en fait, je voudrais revenir à ce que disait Jean-Claude. Je pense que la question des fonds, c'est vrai, moi, par exemple, en fait, j'avais été contactée par l'artiste Elijah Doumbé, qui avait un projet, en fait, de résidence pour des artistes queer au Sénégal. Là, Jean-Claude évoquait la situation dans différents pays. Le Sénégal, c'est vraiment pas fun. J'ai dû carrément, quand j'étais au Sénégal, j'ai dû enlever le mot queer de mes mails. Quand j'écrivais aux personnes, voilà, il y a un lieu qui s'appelle Romaterial qui a dû fermer après avoir fait une exposition de photos, justement sur des photos de marche. Voilà, c'est pas le Sénégal, j'ai même trouvé ça plus compliqué que le Togo ou le Ghana où c'est déjà pas simple. En tout cas, vraiment, le Sénégal, j'ai trouvé ça très, très… Et Elijah m'avait contacté pour cette résidence pour savoir comment trouver des fonds. Et si on avait des débuts de réponse, ce serait vraiment chouette parce que moi, à part, c'est vrai, même en France, je me suis tournée vers les personnes qui sont à l'origine des archives LGBTQI+. Mais je ne savais pas trop vers qui me tourner non plus pour pouvoir accompagner ce projet. Et puis, pour suivre ce que disait Antoine, c'est extrêmement important, en fait.
ces questions de genre ou dans la littérature pour enfants ou pour public jeune. J'ai eu la chance, moi, quand j'étais petite, donc d'être la fille de quelqu'un qui était la fille d'un anarchiste, donc et qui m'a fait lire, par exemple, un livre qui s'appelait, j'avais 4 ans, qui s'appelait Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon. Christian Bruel. Voilà. Ouais. Et ça, c'est fondamental. Voilà, parce que c'est vrai que, de fait, moi, quand je suis née, on a cru que j'étais un garçon. Et puis voilà. Et puis après, moi, j'étais en recherche dans la littérature d'autres types de représentations, justement sur les questions plus androgynes. On parlait encore pas beaucoup, voilà, vu mon âge de questions queer. Bref. Donc, c'est extrêmement important. Donc, la question des fonds, je reviendrai. L'importance aussi de ne pas hésiter à faire appel au réseau et d'essayer de mettre en réseau. Voilà, ça c'est parce que c'est vrai qu'on essaye à chaque fois de faire des choses peut-être dans son coin. Et donc là, pour l'Afrique de l'Ouest, je ne sais pas dans quelle mesure il y a des réseaux comme ça transversaux qui sont mis en place. Moi, je réfléchissais en tout cas au poids qu'a eu le film Rafiki au Kenya. Donc, j'espère que Michel aura comment dire, la même influence sur la possibilité de faire changer les choses. Voilà, enfoncer des portes ouvertes, moi, c'est tout ce que j'ai toujours fait. Donc, voilà, me prendre des baffes et des revenir quand même. Continue. Bon, merci, vraiment merci. Effectivement, c'est les obstacles, on va trouver à les contourner, à être ensemble pour trouver des solutions, plein de clés, voire des pieds de biche si besoin. C'est le moment un peu de partager avec les personnes qui nous écoutent et on finira après peut-être en donnant, en tout cas partageant peut-être pas des conseils, mais qu'est-ce qui donnait l'envie en tout cas. Alors, on a une première question. Je remercie Stéphanie qui partage ce qui est mis dans la zone de chat. Alors, je vais écorcher, j'en suis désolée, mais je suis très fatiguée, ce petit message. Sur les questions de l'occidentalisation, comment peut-on procéder à cet acte révolutionnaire tout en sachant que nos cultures sont profondément affectées et infectées? Exemple, le wax hollandais qui semble d'origine africaine aujourd'hui alors qu'il est d'origine coloniale. Est-ce que cette désoccidentalisation est un processus d'élimination, interrogation, ou bien un processus de réappropriation? Jean-Claude. Merci. Je veux dire ceci. Par rapport au wax hollandais, d'abord, nous avons vu le symbole. Le pagne est porté et par les hommes et par les femmes. C'est neutre. C'est neutre. C'est comme le raffia, c'est comme chez nous. Donc, ce sont des tissus que tout le monde peut porter. Et le wax hollandais, pour nous, a une portée symbolique, bien que cela soit colonial. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'aujourd'hui, on s'est inspiré aussi de l'organisation de la francophonie. Ça n'a pas été créé par la France. C'était des anciennes colonies. Ils ont voulu tirer dans ce qui était négatif, là, le positif. C'était quoi? La langue française, qui est devenue ce trait d'union entre tous nos pays francophones. Ça fait que nous partageons la langue française, bien que chaque pays a sa particularité. À Kinshasa, tu parles français comme le Quinois. À Brazzaville, pareil, le Gabon, ainsi de suite. Donc, c'est juste comment valoriser un peu, tirer un peu le positif dans ce qui était le négatif de la colonisation. Mais quand on parle de la désoccidentalisation, ce n'est pas le rejet de l'Occident, non. Parce que on ne peut pas dire, nous sommes des Africains occidentalisés. Nous sommes aujourd'hui des chrétiens, nos ancêtres n'étaient pas des chrétiens. Ils priaient Nzambiampungu tel que chez moi, ils priaient d'autres dieux. Ce n'était pas Jésus-Christ qu'ils priaient. Aujourd'hui, nous parlons français, c'est la langue coloniale. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que nous allons nous désoccidentaliser. Non. Cette désoccidentalisation est stratégique. Pourquoi? Pourquoi d'abord nous désoccidentalisons? Parce que notre combat est en train de subir comment je peux dire?
est en train de se mélanger avec une certaine occidentalisation. Et pour nous, quand on nous disait que vous copiez l'Occident, c'est ce qu'il fallait faire, il fallait se remettre en question. Donc, pour pouvoir désoccidentaliser, on s'était remis en question. Est-ce qu'aujourd'hui, nos stratégies sont adaptées à notre contexte? Est-ce que quand on nous accuse de copier l'Occident, parce que la personne qui nous accuse de copier l'Occident là est en veste-cravate, qui est vraiment pas occidentale. Voilà, veste-cravate qui est vraiment occidentale, qui porte la Bible qui nous a été importée pendant la colonisation, mais il nous accuse de copier l'Occident. Donc, OK, vous là, on va vous gérer après. Mais concernant notre communauté, nous voulons avancer. Est-ce que nos stratégies sont les bonnes? Est-ce que ça nous facilite le contact? Est-ce que les stratégies que nous utilisons nous permettent de construire des ponts de dialogue ou ériger des murs? On s'est rendu compte qu'effectivement, on avait fait du copier-coller sans pour autant contextualiser. Voilà pourquoi on a changé de paradigme. On a remplacé le copier-coller par l'inspirer contextualiser. On s'inspire de la façon dont les autres font et on contextualise chez nous. Donc, c'est ça, cette remise en question nous a permis de pouvoir revenir dans cette authenticité. Comme l'ancien président Mobutu du Zaïre avait dit, le retour à l'authenticité. Nous sommes solidaires au mouvement international, mais nous voulons juste être nous. Nous voulons porter nos identités. Voilà pourquoi on n'utilise pas l'acronyme LGBTQI+. Je ne me considère pas comme une personne queer, je me considère comme Kwandenge, je me considère comme Chang, mais je fais partie des minorités sexuelles et de genre. C'est aussi ça la diversité, parce que même au niveau de l'Afrique, on parle de l'Afrique des peuples. Je disais ça, je pense, la première journée de la conférence, où il y a un participant qui avait dit les terminologies là, c'est pas universel, c'est mieux d'utiliser des concepts universels. Non, même les Nations Unies a 6 langues. C'est ça la diversité. Et quand on parle de l'Afrique, on parle de l'Afrique des peuples. Donc, chaque peuple a sa particularité, chaque peuple a son authenticité. Et quand nous avons découvert l'article de Charles Guébogo, on s'est rendu compte qu'effectivement, en Afrique précoloniale, il y avait des identités des minorités sexuelles et de genre qui existaient, telles que les Bitécha, telles que, comme on a dit, les Yandaoudou et autres. Donc, on a simplement voulu faire un retour à l'authenticité, être nous-mêmes pour nous donner cette posture-là, d'utiliser nos briques pour construire des ponts et non pas ériger des murs qui allaient nous bloquer. Parce que vous allez faire un plaidoyer, on vous dit LGBTQI+, la trompe, dites-nous ça dans notre langue et on va continuer le dialogue. C'était ça, ces genres de difficultés auxquelles nous étions confrontés. Mais en parlant des minorités sexuelles et de genre… Jean-Claude, tu sais, Stéphanie m'a entraîné au rugby, je fais même des plaquages verbaux. Donc attention à toi, Jean-Claude. Attention, parce qu'il y a d'autres questions et c'est bientôt la fin et il faut faire circuler la parole. Merci d'être aussi mobilisé, engagé. Merci à toi. Antoine, juste… Vas-y Isabelle, allez, après je passe la parole à Antoine, vas-y. Non, c'était juste pour dire qu'il y avait une idée que j'aimais beaucoup de José Esteban Munoz qui parle de désidentification et qui est justement, qui évite d'aller à contre ou d'être assimilé, mais qui parle en fait de travailler dans, avec et contre. Donc, il y a ce mouvement avec une norme culturelle. Donc, le fait d'occuper l'espace en se réappropriant son histoire, son identité et de pas aller à l'encontre, mais d'être dans une attitude où en fait on est dans la réappropriation, mais pas dans le contre, dans l'occupation de l'espace. Bon, ben, c'est bien, je sens qu'on a plein de thématiques et de sujets pour les prochaines conférences. Trop chouette. Antoine, il y a une question pour toi. À propos du magazine et de la publication d'illustrateurs BDistes indépendants, est-ce que ce genre de publication semble utile dans la… Alors, moi je pense, alors, en deux temps, ouais. Ce genre de publication, pour moi, elles prennent racine dans
les collectifs underground, les collectifs de fanzina. Pour moi, vu que les circuits classiques d'édition, ils sont très normés, ils ont beaucoup de codes. Alors oui, je pense que la publication indépendante, c'est la publication la plus politique en fait, et c'est la publication qui est la plus facilement, on peut la propager beaucoup plus facilement. Elle est accessible des fois gratuitement, des fois pour pas grand-chose, et aussi en ligne beaucoup, hein, la publication indépendante. Donc oui, je pense que c'est très utile dans l'activisme, ça tout part de là, hein. Il y a plein de mouvements, mais que ce soit dans n'importe quelle forme artistique, hein, plein de mouvements, mais, je sais pas, je pense au voguing par exemple, qui viennent de cultures underground et qui se sont popularisés après. Donc pour moi, c'est un chemin, hein. Ça naît dans des groupes indépendants et ça se propage après. Et après, par rapport au magazine que j'ai présenté, moi, je fais pas partie des illustrateurs qui sont dedans. Donc, je ne peux pas trop partager d'expérience dessus, à part que c'est créé par et pour les illustrateurs concernés. Mais voilà, Merci. Merci Antoine. On essaiera peut-être, est-ce qu'il y a un site lié à la Ouais. publication où tu Il y a un cherches et puis Instagram. tu nous mets ça dans la zone de chat et on partagera. Merci à toi. Ouais. Il y avait une question également sur est-ce que la popularité grandissante des plateformes de streaming pourrait permettre de contourner les obstacles que nous rencontrons au niveau local, national pour produire et projeter un film queer? Peut-être Jean-Claude? Bon, je pense que pour répondre à cette question, il y a deux volets. Le premier volet, c'est le volet à production. Dans la production, cela dépend de plusieurs facteurs. Le streaming, c'est quand le produit est déjà fini. Mais en amont, qu'est-ce qui se passe? Parce que le streaming est en aval. Mais en amont, il y a toutes ces étapes de production qui commencent par la rédaction des scénarios ou des textes, ensuite le tournage. Et c'est quand vous avez franchi cette étape-là que vous pouvez maintenant passer au streaming. Donc, le streaming reste vraiment la dernière étape parce que là, tout est déjà fini. Vous mettez maintenant à disposition du public. Les obstacles au niveau du streaming, je ne pense pas que cela soit aussi important parce qu'il y a déjà des textes qui régissent la propriété intellectuelle en ligne. Il y a la monétisation aussi qui existe, bien que chez nous au Congo, je pense que nous avons un problème de monétisation. Les chaînes YouTube ne sont pas monétisées, mais s'il y a des partenaires dans des pays où cela est monétisé, un partenariat comme ça pourrait faciliter la monétisation. Mais les obstacles n'arrivent même pas au niveau du streaming, c'est d'abord au niveau de la production. Trouver des fonds où votre thématique est sensible, arriver à finir la production, le tournage et que cela soit accepté par les autorités. Donc, vous voyez, le streaming, c'est à peine peut-être 5% des soucis que vous allez rencontrer, mais le plus grand problème, c'est au niveau de terrain même que vous allez rencontrer ça avant même d'atteindre le streaming. Génial, même pas besoin de plaquage. Bravo Jean-Claude. Isabelle, il y a une question pour toi. Quelles ressources d'apprentissage sont disponibles pour le développement de jeux vidéo indépendants en termes de ressources techniques, de résidence, etc. Et est-ce qu'il y a une base de données? Alors, là, je viens juste de partager sur le chat des intervenants une compilation de jeux queer qui s'appelle le Queer Games Bundle, qui est accessible sur la plateforme de diffusion de jeux indépendants itch.io. Donc ça, c'est une ressource pour d'autres types de jeux. Alors, moi, j'aurais envie avant de parler de ressources, j'aurais envie de parler du livre de Anna Entropy,
qui a écrit Games for Thy Nesters, et qui est en fait un plaidoyer pour que le plus de gens possible, le plus divers possible, commencent à créer des jeux. Alors, et là on va peut-être parler des ressources, en utilisant des moteurs qui sont, la plupart maintenant des moteurs de jeu sont accessibles gratuitement, que ce soit Unity ou Unreal, mais on a toute une série de jeux qui sont réalisés avec des logiciels comme Bitsy ou Game Maker ou Construct, voilà, qui rendent vraiment la conception de jeux beaucoup plus accessible. Ensuite, comme autre ressource, là, ça me prend un petit peu de cours. Ouais, là, voilà. Ah, et oui, et Pong Club, bien sûr. Oui, moi, je fais de la pub pour les copains, t'as vu, Isabelle, oui, bah, bien sûr. C'est moche, hein. Non, je trouve, en plus, c'est super. Ouais, c'est vrai. J'aurais aimé le faire, voilà. Oui, tu allais le faire, en fait, le faire. Et non, effectivement, on va partager. Moi, je pense que il y avait déjà quelques années, j'avais essayé de sensibiliser les membres de l'Égide à peut-être construire des jeux vidéo ensemble, des narratives qui justement utilisent ces technologies. Je pense que ça peut vraiment nous relier. Et donc, affaire à suivre, mais en cours. Alors, dans quelques minutes, on va se quitter, mais on a encore le temps pour une question. Et moi, peut-être à Isabelle et Antoine, et Jean-Claude va revenir. Je vous promets, c'est pas mes plaquages audio qui l'ont fait partir. Est-ce qu'Antoine et Isabelle, je sais pas, est-ce qu'il y aurait des conseils par rapport à cet art activiste, à l'art activisme? Qu'est-ce que vous aimeriez dire en quelques mots, partager pour finir cette conversation? En fait, là, j'aurais juste tendance à dire de ne pas se laisser enfermer dans des définitions, de ne pas se laisser arrêter parce qu'on a utilisé les mauvais mots. Ou j'avais assisté à une conférence de Virginie Despentes qui disait « Stop à la pureté » parce que c'est vrai que on finit par plus savoir comment s'exprimer ou comment faire les choses pour ne pas brusquer voilà, qui que ce soit. Et donc, peut-être un peu plus de fluidité, un peu plus de… Voilà, qu'on puisse agir sans s'en prendre plein la figure dès qu'on ouvre la bouche, et par pitié, plus d'inclusion, d'inclusivité. C'était mon conseil. Merci. Écoute, on prend. Et toi, Antoine? Moi, je dirais, il faut faire. Enfin, c'est pas avoir peur du faire, en fait. Toutes les expériences sont valables et toutes les expériences sont égales, et laisser faire et surtout, et commencer à son échelle. Enfin, c'est ça, quoi, aussi. On commence à notre niveau, puis on gravit les marches petit à petit, et voilà. Moi, je pense que c'est ça, c'est vraiment ne pas avoir peur de faire et d'encourager la création des autres, quoi. Voilà, ça paraît simple. Merci Antoine. Non, mais c'est indispensable. Moi, ça résonne beaucoup. Mes premiers spectacles, voilà, c'était toute une aventure, et puis après, il se passe plein de choses, et avec des sœurs, avec d'autres artistes, et puis voilà, on se voit grandir avec les autres, et c'est précieux. Jean-Claude, on est en train de finir nos échanges. Est-ce que quelques mots de partage pour justement soutenir les personnes qui ont envie de se lancer dans ces pratiques de l'art activisme? En tout cas, il faut se lancer. Il faut se lancer. Il faut être passionné, parce que s'il n'y a pas la passion, c'est très difficile. Et aussi, il faut vraiment faire attention avec le contexte, parce que c'est une thématique très sensible, surtout dans notre contexte, avec cette montée de l'homophobie en Afrique. Il faut vraiment faire attention, mais cela ne nous empêche
n'empêche pas de faire le premier pas. Il faut vraiment maîtriser le contexte, ne pas faire du copier-coller, connaître son contexte et se lancer à petit feu, connaître où on peut faire et comment on peut faire. Et si possible, nous sommes toujours disponibles à accompagner les jeunes ou toute personne qui aimerait bien se lancer dans un contexte hostile, comment faire de la sensibilisation, utiliser l'art, comment faire de l'art. On peut toujours partager l'expérience que nous avons pour permettre à ce que les autres aussi le fassent et aussi tenir compte de tous ces aspects sécuritaires et politiques aussi dans notre contexte. Merci beaucoup. Merci. De toute façon, on peut continuer de vous suivre, hein, Isabelle, Antoine, Jean-Claude, on a partagé, que ce soit les comptes Instagram, Facebook. Donc, chers amis qui nous avons écoutés, n'hésitez pas à être curieuses et curieux et continuer de maintenir tous ces liens qu'on est en train de tisser. Je suis ravie dans quelques minutes, une demi-heure, après une petite pause, une demi-heure, à nouveau, on va continuer d'échanger là sur la dynamique des rapports dialogue Nord-Sud avec Sofiane. Moi, je fais un petit bisou à tous les membres du comité de suivi qui, depuis plusieurs mois, on a phosphoré. Et là, moi, je suis trop fière de nous. Et merci encore, Jean-Claude, Antoine et Isabelle. Et à très, très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt.